Premièrement, pour ceux qui sont pas du mentoring, parce qu'à savoir que là, ce soir, la plupart d'entre vous, vous êtes avec moi, vous suivez un mentoring et vous comprendrez ce que c'est et pourquoi le mentoring, pour ceux qui sont nouveaux. Pour ceux qui sont nouveaux, alors moi, c'est Guillaume. Rapidement, hein, j'ai derrière moi 23 ans de passé militaire mes 23 ans uniquement dans le domaine forces spéciales et services spéciaux. Services spéciaux, c'est la DGSE. Pour ceux qui ne savent pas, parce que des fois on ne sait pas trop. Voilà, je ne rentrais pas dans le détail de ce que je faisais à la DGSE. J'y ai passé 10 ans. J'étais sur un poste opérationnel. Quant à ce que je faisais dans les forces spéciales, je n'étais pas sur un poste opérationnel, j'étais sur un poste de formation, préparateur physique et préparateur mental pour les opérateurs, les équipiers de recherche plus précisément, puisque j'étais au 13e RDP. Donc, ce mixte d'opérationnel et de formateur, moi j'ai terminé chef de section, j'ai fait du recrutement, etc., etc. Tout ce mix-là m'a permis aujourd'hui de on va dire, me mettre pleinement dans ce que j'appelle le mentoring, donc l'accompagnement de ceux qui ambitionnent d'intégrer des unités opérationnelles. Unités opérationnelles, ça peut être les forces spéciales, ça peut être les services spéciaux, ça peut être dans la conventionnelle les GCP, les GCM, les SAED, ça peut être des groupes d'intervention en gendarmerie, en police. Voilà, c'est tout ce qui est un peu péchu, on va dire. Moi, je ne prends pas des gens, généralement, qui veulent juste rentrer dans l'armée. Hein. Je ne vais pas préparer des gens pour des tests CSO uniquement. Je laisse ça à d'autres personnes qui peuvent le faire très bien. Non pas parce que ça m'embête, mais tout simplement parce que la formule que je propose, elle est très axée, elle va beaucoup plus loin. Et pourquoi elle va beaucoup plus loin? Parce que, et c'est tout l'intérêt de ce webinaire, alors pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous n'allez pas forcément apprendre beaucoup de nouvelles choses, mais vous allez retrouver un condensé de choses que j'ai répétées, c'est toujours important. Pour ceux qui sont là depuis pas longtemps, vous allez peut-être comprendre un peu mieux ce que vous faites ici. Et pour ceux qui ne sont pas avec moi, vous allez comprendre ce que je fais et surtout pourquoi je le fais. Et dans ce webinaire, je vais parler de mindset. Je ne peux pas mieux en parler que sur le livre que j'ai écrit qui sortira l'année prochaine. Certains d'entre vous ont lu le manuscrit. Là, j'aborde plein de chapitres. Là, je vais aborder des grosses thématiques, mais en gros, voilà, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est que le mindset et pourquoi c'est important, surtout quand on veut intégrer ce type d'unité. Voilà, la présentation elle est importante. Pourquoi? Parce que la légitimité est importante. Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, 3, 4 ans quand j'ai commencé, et ce qui était encore moins le cas il y a, on va dire, 2013, il y a plus de 10 ans, quand j'ai écrit le premier livre de préparation physique opérationnelle qui s'appelait CrossOps, qui s'appelle toujours CrossOps, mais je ne suis plus du tout à la tête de ce projet. Mais j'ai créé ce truc-là, j'ai écrit ce truc-là en 2013, qui était le premier livre de préparation physique opérationnelle. Et donc là, c'était tout nouveau pour tout le monde. Le CrossFit apparaissait en France, le CrossOps est arrivé à ce moment-là avec une version adaptée à l'opérationnel. Et donc, c'est important de faire tout ça, pas par manque d'humilité, bien évidemment, mais surtout par légitimité. Légitimité parce qu'encore une fois, comme je disais juste avant, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur les réseaux il faut de la place pour tout le monde, mais beaucoup de personnes s'inventent un peu des carrières, des profils, voilà, et vont vous vendre à des prix exorbitants et généralement juste de la prépa physique, puisque je suis le seul à faire du mentoring. Voilà, à apporter ce que je vais évoquer ce soir, ce qui est important et ce qui pour moi est la base quand on veut intégrer ce type d'unité. Euh, pour faire juste un parallèle, clairement, en 2 mots, quand on veut intégrer un groupe, une unité opérationnelle, vous savez aussi bien que moi aujourd'hui, hein, pour ceux qui sont avec moi et pour ceux qui ne le sont pas, je pense que vous êtes quand même renseignés, c'est très important, que le parcours n'est pas si facile, qu'il y a du monde, qu'il y a très peu d'élus pour intégrer et encore moins pour devenir opérateur, équipier, voilà, opérationnel. Euh,
le quota, le ratio est extrêmement faible, c'est pas pour rien, mais tout ça, bien évidemment, ne se joue pas qu'avec le physique, hein. Voilà, aujourd'hui, on vous vend des programmes à 500 balles pour 2 ou 3 mois et uniquement de la prépa physique. Honnêtement, non, non. La prépa physique, c'est important, bien évidemment, c'est un passage obligé, c'est une base, c'est un socle, mais ceux qui font focus uniquement là-dessus ont de grandes chances d'échouer pendant la formation. Et quand on se lance dans un projet comme ça, le but, c'est pas juste d'intégrer l'unité et de se dire oui, je suis au premier PIMA, je suis au 13e RDP, je suis reçu pour passer les tests pour le GI, etc. C'est mignon, c'est bien, ça fait bien. Sauf que ben, vous avez investi du temps et le but, c'est pas que 3 mois plus tard, vous sonnez la cloche parce que vous abandonnez pour X ou Y raisons qui sont généralement en phase, en lien avec l'aspect mental. Euh, Tout ça, vous l'avez fait pour rien. Et même quand on est préparé, c'est-à-dire même quand on a le bon mindset, c'est-à-dire quand on arrive avec vraiment tout le, toutes les idées, toute la vision des choses et on est dans le moule, eh bien malheureusement, même avec ça, ça suffit pas toujours, hein. On a quand même chacun des compétences plus ou moins euh, importantes et même avec une très très bonne préparation, un cheminement psychologique, et ça je vais en parler beaucoup ce soir, mais malgré tout, parfois, c'est pas assez. Ça vous amène à un échec, mais encore une fois, on parlera de l'échec et on rebondit. Il est important d'être résilient et de rebondir après des échecs. Voilà. Maintenant, je coupe ma cam, je vais sur mes notes et on va avancer petit à petit sur le programme de ce soir. J'espère que ça ne durera pas plus d'1 heure. Ça durera le temps que ça durera. Si certains d'entre vous ont la possibilité d'enregistrer ce webinaire, faites-le et envoyez-moi le lien si c'est possible pour vous. Normalement, j'ai mon petit Kevin euh, qui m'enregistre tous mes webinaires, c'est cool. Et je te remercie, Kevin, j'en suis très reconnaissant. Ça fait plaisir à d'autres collègues. Voilà, donc là, je coupe ma cam, je bascule, hop, voilà. Normalement, vous m'entendez toujours et je vais vous. Alors, il faudra juste qu'il y en ait un qui prenne la parole pour me dire, OK, Guillaume, on t'entend. Allez, C'est est-ce bon, qu'il y en pas a de un qui souci. peut me dire si c'est OK? C'est bon? C'est Eh ben bon, c'est super, bon. nickel. Ouais, Bon, tout est bon. ça marche à chaque fois. Je préfère quand même parce que sinon, je vais parler pendant une demi-heure tout seul, me connaissant, et je vais me rendre compte que personne ne m'a entendu et ce sera embêtant. Alors, le thème du webinaire de ce soir qui est annoncé, c'est pourquoi se forger un mindset quand on vise un milieu opérationnel. Alors, milieu opérationnel, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est unité ou groupe qui nécessite plusieurs choses. Ça nécessite un, un, un niveau physique important. Hein, on ne peut pas arriver comme ça avec un niveau physique petit. Donc, ça nécessite souvent des tests. Il y a pas mal d'étapes avant pour être admis vraiment sur la phase, la formation ou la partie où on va vous évaluer sur un peu plus que ça. Donc, bien évidemment, la prépa physique, elle est là. Ça, c'est essentiel. Mais ce sont essentiellement des tests où vous allez être dans une situation difficile, hein, en manque de lucidité, dans la fatigue extrême, dans la douleur, dans plein de choses. Et c'est tout ce qu'on va évoquer ce soir. La définition du mindset, il y en a une, hein, on peut dire que le mindset, c'est l'ensemble des attitudes, croyances et habitudes mentales qui influencent nos pensées, nos émotions et nos actions. Dans le contexte du milieu opérationnel, il s'agit de développer donc un état d'esprit qui va être orienté vers la performance. Mais la performance, c'est physique, mental, etc. La résilience et la discipline. Donc, c'est en gros ce que je suis aujourd'hui avant d'entreprendre un un changement sur moi-même. La personne que je suis je ne peux pas rester cette personne quand j'ambitionne un objectif comme tel. Je suis donc obligé, si j'en ai la possibilité, si j'en ai si j'ai les cartes en main, si on me donne la possibilité, si j'ai les bons outils, voilà, plutôt, eh bien, il va falloir que j'essaye de me transformer, de changer ma vision de penser, ma façon de penser,
d'agir, de comprendre les choses, etc., euh, pour être vraiment dans le moule dans lequel je serai quand je serai en formation. Je ne parle pas toute la partie de tests que vous allez avoir pour intégrer. Je parle de la partie, OK, vous avez réussi, vous avez intégré votre unité, vous rentrez en formation. Formation qui va durer plusieurs mois. Des fois, c'est pour des tests comme le GI, c'est pas plusieurs mois, mais c'est un laps de temps très court, mais c'est pas grave. C'est une intensité extrême, que ce soit très court ou très long, où on va vous casser vos repères, casser vos codes, casser votre façon de penser, on va tout casser et on va voir, une fois que tout ça s'est cassé, eh bien, qui c'est qui tient la route et qui c'est qui tient pas la route. On est tous des êtres humains, on a tous notre vision dans notre mode de vie et c'est compliqué pour tout le monde. Ça n'est facile pour personne. C'est-à-dire que même le mec qui terminera premier, s'il y avait un classement, ce qui est rarement le cas, ou qui est, on s'en fout à ce stade-là du classement, mais même le mec qui finit premier, à un moment, il a eu envie d'arrêter. C'est quasiment systématique. C'est très rare que quelqu'un vous dise, pendant ma formation, à aucun moment j'ai eu envie de baisser les bras, ça a été, j'ai plutôt bien géré. C'est quasi impossible. Même des mecs qui ont plusieurs armées, plusieurs années dans la conventionnelle, qui sont déjà militaires, pour ceux qui passent les tests en interne, hein, via les recrutements particuliers, eh bien, même ces gens-là, quand ils intègrent la formation, à un moment, eh bien, ils se posent des questions. On se pose tous des questions. Et c'est normal, tout simplement parce qu'on nous pousse à nous poser des questions. On nous pousse au-delà de ces limites-là. Donc, si on fait un comparatif entre ce que je suis dans le milieu civil et ce que sont ceux qui ont réussi et qui sont dans le milieu opérationnel, on est sur deux profils différents. Le but, ça va être de se rapprocher le maximum du profil de ceux qui sont déjà en unité opérationnelle et qui vivent en unité opérationnelle. Le but, ça va être de se rapprocher de leur profil. Quand je dis se rapprocher de leur profil, ça ne veut pas dire leur ressembler. Ça ne veut pas dire avoir une barbe de 3 jours, être habillé comme si, voilà, c'est ce que font beaucoup sur les réseaux. On voit beaucoup de mecs, ils se prennent pour des Navy Seals, mais en fait, voilà, non, c'est pas du tout un aspect physique. C'est un aspect psychologique. C'est-à-dire que je dois avoir une façon de penser, une façon d'agir dans mon quotidien, une façon de voir les choses, d'accepter, de comprendre qui va être similaire à ceux qui sont passés par là et ceux qui sont dans ce métier-là. Parce que tous ces gens-là, ils ont un semblant d'humilité, enfin, ils ont quand même ils ont de l'humilité. Ils ont de l'humilité et ils vont pas le crier haut et fort. Certains le font, c'est comme ça, on est tous des êtres humains, on est tous différents, il y en a qui aiment se mettre en avant, etc. Mais quand on regarde le ratio, très peu vont crier sur les toits ce qu'ils ont fait, etc., raconter leur mission, etc., etc. Mais ce sont des gens respectables. Et je pense par là, ne serait-ce qu'à nos anciens qui ont vécu des choses très, très difficiles, très compliquées. Hein. Vous avez tous des grands-parents hein, qui sont en vie ou qui sont plus en vie, peu importe, mais vous avez tous échangé avec des anciens. Quand on dit anciens, c'est vraiment ancien et qui vous racontaient par moments ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, etc., ben, ces gens-là, ils n'ont pas passé leur vie à vous dire je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis le plus beau, etc. Ils sont souvent discrets, puis de temps en temps, vous ne savez pas ce qui leur prend, ils commencent à se confier un petit peu, et là, vous êtes admiratif, vous écoutez et vous dites ah ouais, quand même. Donc voilà. Donc, si on fait un petit peu un comparatif, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu civil, la pression, la gestion du temps, les exigences physiques, elles peuvent être modérées et elles sont surtout négociables. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'y vais pas. Je vais m'entraîner un petit peu, mais pas trop parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas envie, parce qu'il fait chaud. Bah, je le fais pas. J'ai une baisse de motivation. Bon, ben c'est pas grave. Pendant un mois, j'arrête tout et puis je reprendrai dans 2 mois parce que mon objectif il est loin. On me met la pression, j'accepte pas. J'aime pas qu'on me mette la pression. Ce qu'il dit c'est pas juste. Je vais à l'encontre de ça, donc je rentre dedans. On me dit que je suis comme ci ou comme ça, je l'accepte pas. Je me remets pas en question parce que je sais comment je suis et j'accepte pas. Voilà, il y a tout ça. C'est la vie, c'est l'être humain. On est tous pareils et on est formaté comme ça. Donc jusque-là, c'est normal quelque part. Faut pas vous dire non, c'est normal. En revanche, quand vous allez
intégrer la formation dans un milieu opérationnel. Quand vous allez intégrer, quand vous allez vivre un passage difficile avec un encadrement, avec des gens qui vont vous observer, qui vont vous juger et qui vont vous sélectionner. Eh bien, tout ça, ça va changer. Dans ce milieu-là, tous ces éléments-là, ils sont constants, ils sont intenses, ils sont souvent non négociables. Hein. L'objectif, c'est de devenir une personne qui va être capable d'agir psychologiquement comme un opérateur, un opérationnel. Donc, il va falloir créer un cheminement mental et adapter aux situations extrêmes. Dans le milieu opérationnel, du jour au lendemain, vous perdez tous vos repères. Mais tous vos repères, ça peut être des choses, des petites choses, mais beaucoup de petites choses assemblées font qu'à un moment, eh bien, c'est compliqué. Quand je dis beaucoup de petites choses, ça commence par faire son lit. Hein. Vous arrivez là-dedans, eh bien, on vous demande de faire votre lit au carré. On vous demande de faire le ménage 2 fois par jour de votre piole. La piole, elle est nickel, elle est brille, il n'y a pas une poussière, mais il faut le faire 2 fois par jour. Ça brille, on refait. On vous parle pas forcément bien. Hein. Vous êtes toujours mauvais. On vous met en situation d'échec en permanence. On va pas flatter votre ego, on va venir casser votre ego. Voilà, il se passe un milliard de trucs. Vous dormez pas, vous devez apprendre. Euh, Physiquement, on n'est plus sur un format comme on a pu faire et vivre pendant toutes les années qui précédaient notre intégration. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la petite séance de 3/4 d'heure, 1 heure qu'on fait quotidiennement quand on le fait. On est sur des fois des trucs où pendant 5 heures, 6 heures, 24 heures, vous êtes dans le dur, dans le dur, dans le dur, dans le dur, dans le dur. Et puis après, des fois, pendant 3 jours, il se passe rien. Et puis des fois, c'est voilà. Donc tout est cassé, tout est différent. On n'a plus ses proches auprès de nous. On n'a plus le téléphone portable. On n'a plus tout ce qui au quotidien, sans qu'on s'en rende compte, nous apporte du positif. Parce que le quotidien de chacun, ben, c'est aller un peu sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, des trucs sympas, se mater un film, aller faire son sport, manger. Voilà. Tout ça, dites-vous que toutes les petites choses qui sont même pour vous transparentes, mais positives, parce que certains mangent pas à leur faim, certains n'ont pas la télé, enfin voilà. Mais tout ce qui est peut-être transparent, mais finalement, c'est des petites choses positives, tout ça, on vous l'enlève. Et ça du jour au lendemain. Et ça pendant des mois. Et donc, ça crée un choc. Et là, il y a ceux qui vont s'adapter et ceux qui vont pas s'adapter. 80% des gens ne s'adaptent pas. Dans des grosses formations, il y a 80% d'échecs. Quand on prend pour moi une des formations les plus difficiles, alors c'est pas la plus difficile, mais c'est une des plus difficiles, je parlerai du 13e RDP, puisque j'étais là-bas et j'ai eu pendant plus de 10 ans on va dire, entre les mains des équipiers qui étaient en filière plusieurs fois par an. Donc ça, c'était mon quotidien pendant 10 ans, donc je sais de quoi je parle. Je peux vous assurer que quand ils arrivent au départ, ils sont 50, et puis des fois, j'ai vu des filières terminer à 5. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de ça? Déjà, vous, qu'est-ce que vous devez retenir? 50 début, 5 à la fin. Je parle un peu d'extrême, mais ça a été le cas. Euh, on revient sur les 50 rapidement. Les 50, c'est pas 50 personnes qu'on a choisies au hasard. C'est déjà 50 personnes qui ont été sélectionnées et qui déjà avaient un gros niveau. Mais un gros niveau comment? C'est-à-dire qu'ils avaient déjà tous un niveau physique, ils étaient bons, puisqu'ils avaient tous eu l'agrément FS, ils avaient à l'époque la PMPFS, elle était obligatoire, on va dire, pour tout le monde. Aujourd'hui, pour le 13, moins, plus pour le premier, mais ils étaient tous passés par une PMPFS, donc ils avaient tous été sélectionnés. Mais ils étaient sélectionnés sur quoi? Ils étaient sélectionnés sur le physique, principalement. Et on va dire en partie sur l'entretien. Donc, est-ce que le mec, voilà, il a un profil intéressant, etc. Mais c'est tout. C'était la grosse chose. Donc, comment expliquer que 50 sur 50 mecs comme ça, qui sont peut-être meilleurs que vous aujourd'hui, hein, qui passeraient, et vous, peut-être, vous ne passerez pas déjà cette étape, comment expliquer que 50 bonhommes comme ça, à la fin, il en reste 5? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quand même une grosse question. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé un milliard de choses. Et un peu tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Quand on est civil, quand on n'a pas vécu ça, on ne peut pas le comprendre. Je le dis parce qu'on peut l'imaginer, mais on ne comprendra jamais assez. Croyez-moi, tous les élèves qui sont passés, que j'ai eu avant vous, qui sont passés dans mes mains, qui ont entendu, qui se sont adaptés, qui ont vécu, qui ont mis en place les choses,
qui ont fait tout ce qu'il fallait faire, qui ont été dans la formation, qui sont sortis de la formation, parce que tout le monde ne sort pas de la formation, qui sont sortis de la formation, même eux me disent, il y a plusieurs fois où j'ai failli arrêter, j'étais à deux doigts d'arrêter. J'en ai pas un, je crois, qui m'a dit, ouais, écoute, ça a été, machin, même avec une préparation comme ça. Sauf que, mais quoi qu'on peut en dire ce qu'on veut, ces gens-là, ces mecs-là, ils ont passé le cap. C'est-à-dire que la seconde où ils auraient pu sonner la cloche, ils l'ont pas fait. Parce que dans leur tête, il s'est passé, il y avait un cheminement psychologique. Il y avait quelque chose qui était créé, il y avait des boutons qui étaient là, hein, sur lesquels ils pouvaient appuyer. Si on n'a pas toutes ces informations, toutes les bonnes informations, on n'a pas ces boutons dans la tête. Et si on n'a pas ces boutons dans la tête, on ne peut pas appuyer dessus. Donc ça veut dire que on peut comprendre là le 80% d'échecs. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais vous parler de tout ça? Eh bien, tout simplement, et c'est ce que j'essaye de mettre en place dans mon mentoring, hein, bien évidemment. Eh bien, tout simplement parce que pendant plus de 10 ans, j'ai eu une des formations les plus difficiles de l'armée française dans les mains. Et donc, j'ai pu analyser, j'ai pu comprendre et voir qu'est-ce qui fait que les mecs réussissent, les mecs échouent. Qui sont les mecs qui réussissent? Est-ce que c'était les mecs que j'avais détectés au départ, qui étaient très bons là-dessus, là-dessus ou là-dessus? Est-ce que c'est des mecs qui étaient limite incognito, je n'avais même pas vu au début, puis finalement à la fin, putain, mais ce mec-là, je ne me rappelle même pas au début, il ne m'a pas marqué. Voilà, c'est tout ça. Hein. Eh bien, tous ces gens-là, eh bien, ils avaient ce cheminement psychologique qui était présent. Non pas parce qu'on leur a donné, parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui vous donnait le cheminement psychologique, mais tout simplement parce que on a beau aussi dire ce qu'on veut, on parle toujours de sélection naturelle, eh bien, ça existe. Hein, il faut bien comprendre qu'il y a des mecs, ils feront rien, ils s'entraîneront, enfin, ils n'auront pas pas de prépa physique, il n'y a rien du tout, et ils arrivent au bout. Parce que naturellement, leur vécu, leur passé, voilà, il y a plein de choses, et ça pourrait durer des heures, c'est pour ça que je vais pas tout, là déjà, je suis en train de m'emballer un petit peu, j'essaie de faire vite, parce que sinon, on en aurait pour des heures et des heures. Mais parce que ces gens-là, ils arrivent à faire les connexions très rapidement. Mais il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des éléments. Alors, c'est pas un vol. Hein. Moi, ce que je vous donne, c'est pas du vol. Je suis pas en train de trahir qui que ce soit en vous donnant des informations. Ce que je vous donne, c'est uniquement du retour d'expérience de formateurs, de préparateurs physiques, préparateurs mental et opérationnels. Eh bien, euh, je vous donne tout ce qui me paraît essentiel pour aller au bout, parce que j'ai vu ceux qui allaient au bout, c'est qu'ils n'y allaient pas, tout simplement. Maintenant, quel est l'intérêt de se forger un mindset comme ça? Eh bien, c'est de faciliter l'avancée vers son objectif et augmenter les chances de réussite là où d'autres échouent. Voilà, tout simplement. Alors, ce mindset, ce changement, je vais évoquer plein de petites thématiques que je vais évoquer assez rapidement. Prenez en compte que chacune de ces thématiques, enfin en tout cas beaucoup de ces thématiques ont fait l'objet de webinaires complets. C'est-à-dire que chaque thématique, je pourrais en parler pendant plus d'une heure. Pour certaines, j'en ai parlé pendant plus d'une heure. Donc vous allez sur YouTube, vous retrouvez la page Guillaume H Mentoring. Il y a quelques webinaires qui sont accessibles à tout le monde. Euh, Vous en trouverez certains. Et bien évidemment, ceux qui sont avec moi depuis 2 ans ou 3 ans, eh bien vous avez forcément, si vous avez été présent sur les webinaires, entendu chaque chose que je vais, enfin, certaines des choses que je vais évoquer, mais pendant des heures. Donc pour vous, ça vous parle et c'est clair. La première chose dans les axes de développement, c'est avoir un objectif clair. On a tous un objectif. Si vous êtes là, c'est que vous avez un objectif. Sinon, vous ne serez pas là. Je parle pour vous, c'est évident, mais je parle aussi pour ceux peut-être qui sont présents ce soir. Il y en a peut-être deux ou trois qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas le mentoring, qui sont des civils, qui ont un objectif, qui ont peut-être une prépa physique quelque part, enfin peu importe. Mais s'ils sont là, c'est que quelque part, il y a un objectif. Soit vous envisagez d'eux, soit c'est très clair pour vous et vous êtes déjà dans la préparation pour intégrer une unité opérationnelle au sens large. Donc c'est important d'avoir un objectif. Si on n'a pas d'objectif, eh bien, il y a tout qui s'effondre. C'est-à-dire que si j'ai pas d'objectif, il y aura pas de motivation. Il y aura encore moins de discipline, et puis je vais rien mettre en place. Donc l'objectif, il est essentiel. Et il y a toujours un objectif, euh, mais pas l'objectif, il faut savoir le découper. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif final,
intégrer telle unité. Et puis, il y a des objectifs intermédiaires. Et ça, c'est très important. Je fais très vite, hein, mais les objectifs intermédiaires sont importants. Pourquoi? Parce que si je les saute, ma préparation ne sera pas bonne ou alors j'aurai de la perte de motivation. Perte de motivation, pourquoi? Parce que si mon objectif, ça reste uniquement intégré, je sais pas moi, le premier PIMA, mais j'ai 2 ans devant moi. Autant vous dire que dans 6 mois ou là cet hiver, quand il va faire -10, là, peut-être que pendant un mois, vous n'allez rien branler parce qu'il fait froid et parce que voilà, vous avez des problèmes personnels et puis c'est chiant, la copine et ci et ça. Et la motivation, elle n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'elle reviendra, elle va revenir, mais ça fait le yo-yo, c'est pas bon. Ça, c'est la première chose. Donc, la motivation. La deuxième chose, c'est si on n'a pas d'objectif intermédiaire, c'est qu'on va mal faire les choses. J'envisage d'intégrer une unité de l'armée de terre. Je donne cet exemple parce il y en a beaucoup, il est simple. Le premier PIMA, ça veut dire quoi? Que je vais avoir les tests CSO, déjà le rendez-vous avec un conseiller CIRFA, les tests CSO, un entretien avec des recruteurs, une PMPFS, et si je réussis chacune de ces étapes, je vais intégrer et ensuite le sérieux commence. Et uniquement là. Mais il y a eu quand même quelques petites étapes qui étaient importantes et essentielles. Si j'ai pas été sérieux sur une étape, c'est échec, c'est terminé. Si j'ai pas l'agrément FS lorsque je passe mes tests CSO, si j'ai pas le niveau physique, c'est mort. Donc il va falloir se préparer physiquement de la bonne façon, mettre en place une routine, une prépa physique, etc., adaptée à cet objectif-là. Une fois que ça c'est fait, c'est fini. On s'en fout de combien vous allez faire de traction. On s'en fout. C'est plus du tout l'objectif qui vous attend après. Par contre, il y a les entretiens. Par contre, voilà, on vise déjà sur l'aspect physique, l'intégration, etc. Donc, l'objectif intermédiaire est très important. Ayez un objectif clair et des objectifs final et des objectifs intermédiaires. Créer une routine et la respecter pour développer aussi la discipline. Si j'ai pas de routine, il n'y a pas de discipline. La discipline, c'est faire quelque chose que j'ai pas envie de faire à la base, hein. C'est faire quelque chose systématiquement. On peut parler de drill. Je fais quelque chose régulièrement, de routine, hein. Mais la discipline, c'est faire quelque chose qu'à la base, j'ai pas envie de faire. Donc, si vous n'avez pas de routine, si vous mettez pas en place quelque chose quotidiennement, ça peut être une séance de sport et on en parlera de la routine. Il y a un webinaire qui dure 2 heures dessus, hein. Il y a un carnet, mes élèves ont un carnet, vous avez un carnet. Il y a plein de choses. Et je ne vais pas en parler 2 heures, je vais essayer d'être rapide. Mais en tout cas, la routine vous amènera à acquérir une certaine discipline. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Faire son lit le matin, faire le ménage de sa chambre 2 fois dans la journée, le matin et à midi, hein, parce qu'à midi, ça ne sert à rien, c'est propre, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas envie de le faire, ça sert à rien, mais je le fais quand même. Le lit, c'est pareil. On est tous, voilà, moi je suis plus un ado, mais voilà, je l'ai été. Et autant vous dire que le lit, voilà, je suis pas un bon exemple, c'est pas moi qui le faisais. Euh, mais c'est des petites choses. Par contre, quand je suis arrivé à l'armée, ça m'a fait bizarre. Le sport, tout, il y a plein de choses et on en parlera un peu plus en détail après de cette routine, de ce qui est important à mettre en place dans une routine. Mais voilà, comprenez que si vous ne vous imposez pas une routine, vous ne pourrez pas travailler sur votre discipline. Et la discipline, elle est importante et hop, attendez, elle est importante et elle est essentielle. Pourquoi? Parce que dans ce milieu-là, on vous demandera d'être discipliné. C'est le maître mot, hein, la discipline. Et c'est pas facile. Ensuite, il va falloir apprendre à gérer la perte de motivation. La perte de motivation et comprendre l'utilité de la discipline. Donc, l'utilité de la discipline, ça va avec la motivation. On parle souvent de motivation et pas de discipline, ou de l'un ou de l'autre, mais en fait, les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que quand on a un projet, on est motivé. Et je ne doute pas de votre motivation. Maintenant, il y a des moments dans la vie, il y a des moments, des périodes où on perd cette motivation. Et quand on perd cette motivation, il y a deux solutions. C'est soit je fais rien, et ça peut durer des semaines, soit j'ai travaillé sur la discipline et je vais réussir à faire les choses, même si j'ai pas envie de les faire, mais me surpasser là-dessus. Et donc, ça va vous permettre aussi à un moment de regagner votre motivation et de ne pas rester perdu. Et quand vous reprenez votre motivation, vous n'avez rien perdu. Si jamais je reste sur ma motivation, imaginez, je suis motivé, je fais les choses, puis j'ai plus de motivation, j'arrête. Il se passe plus rien. Hop, j'ai vu un podcast, David Goggins, j'en sais rien, ça m'a reboosté à fond, j'ai lu un bouquin, hop, je reprends. Je me suis arrêté pendant 3 mois.
OK, je reprends, mais à quel niveau je reprends? Hein? Ben, un niveau beaucoup plus bas. Alors que si je suis resté discipliné, sans motivation peut-être, mais quand je reprendrai ma motivation, parce elle reviendra la motivation. Quand je la reprendrai, mais j'aurai pas perdu. Donc voilà, il faut bien comprendre l'importance de la motivation et de la discipline. Il faut apprendre à gérer ses émotions. Gérer ses émotions, c'est hyper important. Et c'est peut-être, je pense, le truc le plus difficile. Parce qu'on est tous différents. Euh, on peut être très sensible. On peut être je m'en foutiste. On peut être, voilà, on est tous différents. Quoi qu'il arrive, on va tous se retrouver dans un environnement. Vous allez tous vous retrouver dans un environnement où votre ego va être mis à mal. Mais clairement, hein, intelligemment, je l'espère, parce que certains l'ont fait avec un grand manque d'intelligence, mais généralement, hein, on l'a vu, ça ressort et c'est sanctionné. Mais ça peut être fait avec de l'intelligence. Hein. C'est pas parce qu'on met à mal vos émotions que les mecs qui sont en face de vous ne sont pas des intelligents, ne sont pas des gens font n'importe quoi. Hein. Il faut accepter quand on veut faire ce métier-là de passer par là, d'être mis à ce qu'on nous mette la pression, de se retrouver dans des situations difficiles, de perdre des repères, de dire qu'on n'est pas bon, etc., même si c'est faux. On va jouer avec vos émotions. Là, je pense personnellement qu'il y a un gros taux d'échec qui est dû aux émotions. Je pense que beaucoup n'arrivent pas à gérer leurs émotions, leurs égos sont touchés, ils n'en parlent pas, ils le disent pas, ils diront oui, ils iront voir leur chef de section en disant voilà, ma copine ou j'ai un problème, je viens, mais mon grand-père est très malade, et voilà, et je pense que je vais arrêter la formation, j'ai envie de passer ces derniers moments auprès de lui, etc. Enfin voilà, il y a un milliard d'excuses, je l'ai vu, je l'ai ouais, vécu, je l'ai connu, il y en a plein, bon ben voilà. Pour moi, ce sont des excuses, soit ce sont des excuses inventées, ce qui arrive, hein, faut pas se mentir, soit ce sont des vraies excuses, mais qu'on va utiliser pour, et ça fera l'objet d'un webinaire qu'on fera avec Charles-Émile bientôt, sur les fausses croyances. C'est-à-dire que, alors, je ne sais même plus si c'est vraiment la thématique, mais en gros, on s'invente pas, on va prendre des choses, on va utiliser des excuses, on va y croire nous-mêmes hein, pour essayer de sortir la tête haute. Hein, parce que c'est plus facile que d'aller voir le chef de section et de dire voilà, écoutez, moi je suis pas bon, je suis pas bon, j'arrive pas du tout à gérer mes émotions, ma pression, j'ai vraiment beaucoup de mal, je suis pas au niveau, voilà, j'y arriverai pas, j'arrête. Voilà, ça on entend très rarement, vous en doutez bien. Et voilà. Donc le but, ça va être important d'apprendre à gérer ses émotions. Et déjà, comment on fait pour gérer ses émotions? Ce qu'il faut déjà savoir, il y a déjà un point qui est essentiel et qui est très simple, c'est que si on vous en a jamais parlé, si on vous dit pas ce qui vous attend, ce que vous allez vivre et comment ça va se passer, ben vous pouvez pas gérer. C'est-à-dire que si vous arrivez et vous êtes un petit peu, même si vous avez vu deux, trois reportages, vous dites, ah putain, ils se font crier dessus, là, machin, nan, ça. Ouais. Et si personne passe des heures à vous faire comprendre ce qui va vraiment se passer, comment ça va se passer, comme je peux le faire à travers certains webinaires ou quand on est au téléphone individuellement avec certains, ou quand vous allez intégrer, ou j'en remets une grosse couche en vous disant, voilà, tu vas vivre ça, accepte-le. Et qu'on vous donne des exemples. Hein. Euh, je peux vous en donner plein d'exemples, mais vous pouvez être le meilleur. Retenez celui-là. Vous pouvez être le meilleur de tout le monde. Vous ne le savez pas forcément, parce qu'on ne vous dit pas vos notes, etc. Mais les formateurs se disent, derrière, lui, il est très bon. C'est un super gars, c'est un bon gars, il est très, très bon. Ça, c'est ce que pensent les formateurs. Bien évidemment, ils ne vont pas venir vous voir et vous dire ah, attends, t'es très bon, t'es très bon. Non, ça, vous n'y pensez même pas une seconde. On ne vous le dira jamais. Par contre, on vous dira peut-être, d'ailleurs, c'est sûr, mais peut-être que vous serez même, pendant un moment, la bête noire du groupe. C'est-à-dire qu'on fera tout pour vous faire croire que vous êtes le plus mauvais, voilà, celui qui, voilà, vous n'êtes pas bon, vous êtes une plaie pour le groupe, etc. Et vous allez le croire, parce qu'on vous le dit tellement souvent, tellement fort devant tout le monde, etc., que vous allez le croire. Alors qu'en fait, les gens qui vous font croire ça, au fond d'eux, ils n'y croient pas une seconde. C'est-à-dire qu'eux, entre eux, quand ils sont dans leur bureau, ils disent ah, c'est un bon gars, c'est le meilleur. Mais par contre, hop, dès qu'ils vont sortir du bureau, ils vont tout faire pour vous faire croire que vous êtes le plus mauvais. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ça, vous ne pouvez pas faire face.
À un moment, l'ego, il prend une claque et c'est trop difficile à gérer. Et à un moment, ça peut créer des tensions dans le groupe, etc. Vous faites ramasser tout le monde à cause de vous. Il peut y avoir mille choses et vous allez lâcher l'affaire. Mais si vous savez que ça peut arriver, déjà, c'est une force. Si ça, vous l'enregistrez, c'est un bouton. Quand je vous parlais de boutons que vous pouvez avoir dans la tête, que moi, je vais vous placer dans le cerveau, c'en est un. Donc, c'est un bouton où le jour où on va mal vous parler, vous allez vous dire, OK, prenez un peu de recul et vous vous dites, OK, ça, je pense que je fais les choses correctement. On me dit ça, je l'accepte. Il faut savoir se remettre en question. On peut faire de la merde aussi, hein, bien évidemment. Hein. Mais ne croyez pas que vous êtes le plus mauvais. Donnez le max tant qu'on ne vous a pas pris, qu'on ne vous a pas sorti, c'est que vous avez votre place. Si on vous prend, qu'on vous dit OK, terminé, là, il y a une remise en question. Mais on peut vous faire toute la misère du monde tant qu'on ne vous a pas pris, vous, et qu'on ne vous a pas enlevé, c'est que vous pouvez y aller. Hein, et on vous dira plus souvent, euh, allez, tu peux arrêter, si c'est trop compliqué, ben, tu viens, tu dis que c'est trop dur, t'arrêtes. Mais voilà, c'est ce qui arrive le plus souvent au quotidien, plutôt que de dire, OK, ben, toi tu viens, c'est terminé. Voilà. Quand c'est terminé, vous le savez, on vous dira pourquoi. Donc les émotions, très important. Euh, et ça commence aussi dans votre quotidien. Apprenez à les gérer aujourd'hui. Hein, quand on va vous mettre là, vous faire des remarques, etc., on peut s'emporter très rapidement. Prenez du recul sur les choses. Prenez du recul et dites-vous, ok, très bien. Je prends du recul, voilà, je laisse un peu parler, et puis c'est pas grave. Et, voilà, apprenez à prendre du recul. Ensuite, faire régulièrement un point sur soi-même. Ça va de soi, ça va avec. Mais personne ne le fait. Et ça, c'est important. Et c'est pas une fois tous les 6 ans où on se dit, ah, c'est vrai qu'il y a 6 ans, quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, quand même, je suis plus comme ça. Hein, je suis comme ça maintenant. Non, c'est quotidien presque. Moi, pour moi, ça fait partie de la routine. C'est-à-dire que tous les matins, vous devez prendre 3 minutes. C'est 3 minutes. C'est rien, 3 minutes. 3 minutes où vous devez vous faire un point sur vous-même et vous dire tout simplement, OK, hier, vous levez le matin, vous dites hier, qu'est-ce que j'ai fait qui était positif dans ma journée? Est-ce que j'ai fait des bonnes actions? Est-ce que j'ai été bon sur des choses? J'ai avancé, j'ai fait des trucs bien? Ok, retenez-le, ancrez-le. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok, ouais, je me suis embrouillé avec, je sais pas moi, avec ma mère, j'ai fait ci, je devais payer. Des fois, c'est des petites choses. J'ai eu un PV, je devais le payer, puis j'ai dit, ouais, ça attendra. J'ai mis de côté. Voilà. Placez-le dans le négatif. Et tout ce qui est classé dans le négatif, le lendemain, vous le mettez en priorité. C'est l'AP1, c'est même pas le lendemain, le matin même, c'est l'AP1. C'est-à-dire que tenez un carnet de bord, faites le point sur vous-même tous les matins, le positif, le négatif, le positif, on va l'ancrer, on fait de la visualisation, c'est bien, ça met en confiance. Le cerveau, il retient ça. Le négatif, si on reste sur du négatif, ça va nous bouffer avec le temps. Je devais payer une amende, je ne l'ai pas fait. Un jour, 2 jours, 3 jours, 15 jours, j'ai reçu un rappel. Ah, et entre-temps, il s'est passé ça. Et à chaque fois, je dis oui, oui, oui. Et ça vous bouffe de l'intérieur. C'est ce qui amène au burn-out. C'est là où on voit des gens qui sont en burn-out, qui sont en dépression, qui sont en perte de motive et tout ça. Parce qu'ils accumulent des choses et à un moment, on ne peut plus gérer. Le corps humain, c'est le corps humain. Quand le corps humain, il avance plus, il avance plus. Voilà. Donc, le négatif, si on ne veut pas en arriver là, on le traite en priorité. Ça arrive, on n'est pas des machines. Quand ça arrive, le lendemain, quand vous faites votre point, détectez-le, traitez-le en priorité, et vous verrez que vous allez avancer au quotidien en étant libéré. Libéré, vous êtes bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de négatif. Le négatif, je le gère, il n'y a pas de problème. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous serez en formation, c'est exactement pareil. Si le négatif, ça va être du tous les jours. Donc, si vous ne savez pas le gérer, ça va s'accumuler, c'est mort. Le positif, si vous ne savez pas l'ancrer, si vous n'avez pas retenir aussi le positif, vous allez perdre confiance en vous. Donc, c'est des détails, mais c'est un bouton, ça aussi. Ensuite, il faut apprendre à faire face à la procrastination. Procrastination, aujourd'hui, en fait, c'est un peu en lien aussi avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, ah, je dois faire ça, j'ai pas envie de le faire, je le ferai plus tard. On remet les choses à plus tard. Ça peut être aussi, oh, bah, tiens, je devais faire ça, bah, tiens, et je me mets sur le téléphone et je vais sur Snap, Insta, j'en sais rien, et je mate les réels, et en fait, je vais regarder un ou deux trucs, et ça fait 20 minutes, 30 minutes que je suis dessus, et je regarde, et je regarde, et je regarde. Hein, le cerveau, lui, voilà, c'est comme ça. Lui, en fait,
ça lui apporte, alors je sais plus comment on appelle ça, hein, c'est pas de l'endorphine, je sais plus exactement. Bon, bref, des trucs, voilà, du positif. Et en fait, on s'en rend pas compte. Mais en fait, tout ça, faut le dégager. Ça veut pas dire qu'il faut se bannir des réseaux sociaux. Je suis pas en train de dire ça. Il faut vivre avec sa génération. Mais je veux dire, si vous imposez des choses, vous pouvez vous dire, attendez, hop, juste il y a quelqu'un qui veut arriver sur. Hop, hop, bon, ben, tant pis. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si, oui, c'est bon. Si vous, si vous êtes sur euh, les réseaux sociaux régulièrement, il faut s'imposer des choses. Ça peut être, OK, avant j'y étais 2 heures par jour, aujourd'hui, eh ben, je me limite à 20 minutes, pas plus. Avant, pendant que je mangeais, j'avais mon téléphone à côté. Et puis des fois, ben, je matais un peu maintenant, terminé. Maintenant, quand je vais manger, entre début et fin du repas, c'est fini. Il n'y a plus de téléphone. Le téléphone, je le pose et il n'existe plus. Voilà, il y a plein de choses. Si vous travaillez, ben, vous traitez vos mails toute la journée, ben non, je suis en week-end, les mails, je les traiterai, mais de telle heure à telle heure, et c'est tout. Voilà, il y a plein de petites choses. Mais la procrastination, eh bien, il faut déjà, dès à présent, la dompter et faire face à ces choses-là. Ensuite, il faut apprendre à gérer ses objectifs personnels et sur l'aspect plutôt on va dire, j'ai mis social, je parle de social, mais c'est plus l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte deux choses. Vous avez un objectif qui est dans un domaine bien particulier. Vous êtes à fond, vous êtes hyper motivé. Si vous êtes trop focus dessus, vous délaissez la famille, les amis, vous délaissez tout le monde en fait. Vous êtes dans votre truc et puis vous dites eh, c'est bon, non, il faut trouver un juste milieu, il faut savoir mettre le curseur au bon endroit. Il faut être dans son projet et il faut aussi être avec ses proches, avec ceux qui font votre quotidien, les parents, les enfants, la famille, etc. Et il faut trouver ce juste milieu parce qu'il est essentiel et il sera essentiel dans ce travail-là plus tard. Hein. Quelqu'un qui est trop sur le boulot, il va divorcer. Son couple, il n'y en aura pas, il n'aura pas de vie de famille. Et puis le jour où il n'y aura plus de boulot, il sera à la retraite ou quoi, il va sombrer. Quelqu'un qui est trop sur la famille, il va pas être assez sur le boulot, il va pas être compétent, il va mettre ses camarades en porte-à-faux. Voilà. Il faut trouver un certain juste milieu, les deux sont importants. Le professionnel et la famille, et les amis, et l'aspect personnel à côté, social. Donc, trouver ce juste milieu, il vous permettra, dans des moments difficiles, eh bien, vous aurez un soutien d'un côté ou de l'autre. Hein, si je suis trop sur le pro, ben, le jour où je suis dans la galère dans le pro, ben, à côté, ils vont vous dire quoi? Ce que vous avez délaissé. Ils vont vous dire, mais tu te démerdes, mon gars. Donc, en fait, il faut trouver ce juste milieu. Donc, ça, c'est important. Adhérer à un groupe et avoir un mentor. Ça, pour ceux qui sont en mentoring, c'est aussi ce que vous vivez. Le mentor, c'est moi. Le mentor, c'est quelqu'un qui est là pour vous écouter quand vous avez envie et besoin de lui parler. Ça, je vous l'ai dit à tous la première fois qu'on s'est eu au téléphone. Je vous ai dit, si tu as besoin qu'on s'appelle, tu me le dis, on s'appelle. C'est hyper important. Le mentor, c'est quelqu'un qui va vous écouter pour des choses qui n'ont rien à voir avec la prépa physique. Moi, je passe des heures au téléphone avec certains d'entre vous pour des problèmes personnels. Ça arrive. C'est pas problématique pour moi. C'est mon job. C'est mon rôle de mentor, de faire en sorte que vous allez bien. J'ai passé des heures au téléphone avec des mecs qui étaient plus en mentoring avec moi, qui avaient terminé, qui étaient en formation et qui m'appelaient au bout de 8 mois de formation dans un moment de détresse, en me disant voilà, et c'est moi qui appelais, en me disant voilà, là c'est compliqué, je me pose des questions, machin, et on tchatchait, on tchatchait, on tchatchait. Je disais ce que j'avais à dire, ce que je pensais être important, et puis ça repartait. Donc c'est ça un mentor. Et c'est important d'en avoir un. Euh, Quand je dis adhérer à un groupe, ça ne veut pas dire aller sur les réseaux sociaux, là, choper le groupe de militaires sur tel influenceur aussi ou ça. Non, surtout pas. Attention. Hein, je ne citerai pas de nom parce que les webinaires peuvent être enregistrés et diffusés. Et puis, c'est pas du tout dans mon esprit d'aller commencer à critiquer tel ou tel machin. Euh, Chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais ce que je fais et ça me va très bien. Mais neuf, parce que ben, ça, j'ai même pas besoin de vous dire. Hein. Allez vous faire votre expérience vous-même et vous verrez. Les mauvaises informations,
Vous entendrez ça, on va vous dire ça. Enfin voilà, il y a 1 milliard de trucs et trop d'informations, ça tue l'information. C'est pareil, hein, c'est ça, c'est le problème. Et ça, c'est la force aussi d'avoir un mentor du milieu qui connaît, qui sait de quoi il parle et capable et sera en mesure de vous donner sa parole. Soit vous écoutez sa parole et vous vous limitez à cette parole-là, soit vous vous ouvrez au reste et vous prenez le risque. Vous prenez le risque d'écouter des trucs et après de dire ah oui mais on m'a dit ça, ben oui mais non c'est pas ça. Hein, mais je sais pas parce que nana et puis le jour J ah ben ouais t'avais raison. Eh ben oui mais c'est comme ça. Maintenant il fallait voilà. Ça c'est important. Hein. Et ça je le vois très souvent. Pas avec vous parce que il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais je le vois au quotidien. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans le détail que ça. Tenir un carnet de bord, c'est important. Alors, on ne le fait pas tous, voilà, c'est chiant, machin, etc. Mais ça va avec la routine. Quand on a une routine, il faut avoir un carnet de bord. Carnet de bord, c'est le cahier, votre petit carnet. À défaut d'avoir le petit carnet où vous mettez vos petites histoires d'amour, etc., avec un cadenas et une clé, eh ben, ça, vous le foutez à la poubelle et vous tenez un carnet de bord où vous allez marquer un petit peu votre routine, ce que vous faites, ce que vous avez fait. Voilà, il faut écrire les choses. Écrire ce qui va pas, le ressenti, il ne faut pas hésiter. Quand vous faites le programme Sortir de sa zone de confort, on va en parler juste après, je vous demande de faire des comptes rendus. Et vous en faites plein. Et vous racontez comment vous avez vécu le truc, qu'est-ce qui va pas, etc. Croyez-moi, c'est important et ça sert. Pour parler du programme Sortir de sa zone de confort, j'en parle pourquoi? Tout simplement parce que dans ce mindset, il faut sortir de sa zone de confort. Là, on va rentrer un peu dans le plus dur. Il faut sortir de sa zone de confort. Si vous faites une prépa pendant X mois et que c'est des séances, des entraînements, etc., etc., vous allez arriver, ouais, putain, je suis passé de 5 à 25 tractions, je suis une machine. Je suis passé de 8 à 12 au luc léger, je suis une machine. Très bien. Euh, il va falloir quand même, garçon, qu'à un moment, tu saches ce que c'est que aller au-delà des limites, sortir de sa zone de confort. Parce que le physique, oui, mais le physique, si je te fais pas dormir pendant plusieurs jours, si tu manges pas, si tu as soif, euh, et si tu fais, au lieu de faire un max traction, je te fais faire 5 heures d'activité physique non-stop, en te mettant la pression dessus, euh, ça va donner quoi? Ben, je sais pas. Ben non. Eh bien, il faut savoir. Il faut savoir, donc il faut se mettre un peu en situation pour comprendre un petit peu où sont ses points forts, où sont ses points faibles, travailler sur ses points forts, comprendre ses points faibles. Donc, dans le programme Sortir de sa zone de confort, c'est un programme que j'ai avec mes gars, avec vous, avec la plupart d'entre vous. C'est un programme qui fait partie de, voilà, du mentoring à un moment. Hein, c'est pas un truc qu'on fait n'importe quand, hein, à un moment un peu précis. Ben là, voilà, c'est tout simplement ça. Ça va vous mettre en situation. Vous n'allez pas beaucoup dormir. Vous allez vous retrouver seul face à vous-même en manque de lucidité, pour résumer la chose. Hein. On ne dort pas beaucoup, on ne mange pas tout le temps, on a une contrainte physique permanente, on doit faire du théorique, apprendre des choses, du physique. Voilà. Il se passe plein de choses, mais toutes les choses qui se passent sont des choses que vous vivrez en formation. Et les choses que vous vivez en formation sont liées. C'est-à-dire que les mecs, moi, ça me fait rire, ceux qui disent oui, mais moi, j'ai pas dormi pendant déjà 48 heures hein, ou 24 heures et où je suis habitué, je travaille et je dors pas. Je gère ou je suis habitué. Non. En fait, c'est pas le sommeil le problème. C'est pas le physique le problème. C'est pas le froid. C'est pas le chaud. C'est pas le fait de ne pas manger. Non, c'est le mix de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut tout lier pour comprendre ce que vous allez vivre et où est la problématique. Ça va vous permettre d'apprendre sur vous-même. Hein, dans le programme, il y a des micro-siestes qui sont imposées. C'est génial. Ça veut dire que oui, je gère. J'ai appris que je récupérais. J'ai appris que moi, ça me fait pas récupérer. Moi, ça me met encore plus dans le gaz. Moi, ça me fait récupérer à fond. Il y a plein de choses. Les réveils. Ah ben moi, en fait, j'ai loupé plein de réveils. En fait, j'entendais même pas le réveil. Ou j'entendais le réveil, et en fait, c'était plus fort que moi. Ben, je l'ai arrêté, puis je me suis rendormi. Et voilà. Et voilà, on apprend des choses sur soi-même. Encore une fois, personne n'est une machine, donc on apprend sur soi-même et à partir de là, on va en discuter. On va en discuter, on va essayer de comprendre, ok, où est-ce que ça merde, où est-ce que ça merde pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et quand vous arrivez en formation, alors quand je parle de formation, toujours pareil, hein, je ne parle pas des tests CSO et compagnie, je parle du dur. Quand vous arrivez dans le dur, ben, il y a des mecs qui ne se connaissent pas, ils vont se découvrir.
comme vous l'avez fait avant, ce programme-là. Eux, ils vont se découvrir. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui vont se découvrir, ils vont se comprendre, et ils vont devoir s'auto-adapter, s'adapter en fait. Mais on ne peut pas s'adapter en formation. C'est trop tard. On ne peut plus s'adapter en formation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand on arrive qu'on est dedans, si je ne suis pas bon là, ben je ne suis pas bon là et je ne serai pas bon là. Je ne vais pas pouvoir m'adapter, je ne vais pas pouvoir dire, ah bon attends, peut-être que si je fais comme... Non, il n'y aura pas de peut-être. En fait, on ne vous laisse pas le temps de. Hein. Alors que si vous le faites en préparation, intelligemment, là, vous allez pouvoir vous adapter, vous connaissez, vous pouvez anticiper. Anticiper est un mot très important. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses et ça, c'est hyper important. Donc, sortir de sa zone de confort à travers des programmes intelligents. Comprendre l'intérêt de la préparation physique opérationnelle. Ça aussi, j'en parle très rapidement. Hein. Préparation physique opérationnelle, aujourd'hui, ils vont tous vous parler de ça. Oui, tu veux intégrer une unité des forces spéciales, une unité opérationnelle, je te propose un programme de préparation physique opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Posez-leur la question. Qu'est-ce que c'est pour vous la préparation physique opérationnelle? Combien vont vous répondre? Ben moi, je mets ma main à couper qu'il n'y en a pas 5 qui vont, il y en a moins de 5 qui vont vous parler sérieusement de ce que c'est, de ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne vous dis pas ça en tant que, sans vouloir manquer d'humilité, bien évidemment, mais tout simplement, la préparation physique opérationnelle, c'est un terme qui n'existait pas avant que je crée ce premier livre. Ça s'est apparu dans ce bouquin-là. Avant, on n'a jamais parlé de prépa physique opérationnelle avant 2013. Jamais. Moi, je l'ai inscrit parce que c'était le travail que j'ai fait et c'était très clair et très simple au départ, hein, en 2013. Et là, on a commencé à parler de préparation physique opérationnelle. Et après, ben, tout le monde s'accarre le mot parce que on va monter un business, on va faire ça, on va dire ça, etc., etc. Mais c'est très compliqué, c'est très large. Déjà, la préparation physique opérationnelle, ça passe par tout ce que je suis en train de vous dire là. Et combien vous parleront de ça et vous expliqueront cela. Si on rentre plus en détail dans la préparation physique opérationnelle, elle est importante uniquement à partir du moment où on a atteint un certain niveau physique. C'est-à-dire que le mec qui fait 2 tractions et 4, 8 ou 6 au lutte léger, on ne parle pas de préparation physique opérationnelle, c'est trop tôt. On parle de préparation physique que vous pouvez faire tout seul ou avec n'importe quel coach qui est dans le civil. On va chercher à atteindre un certain niveau. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, on commence à être à peu près solide, qu'on est à peu près dans la moyenne. Là, on parle de préparation physique opérationnelle. Et là, on ne parle plus de tout ce qu'on peut retrouver dans le civil. On ne va pas parler de VMA, on ne va pas parler de... Non, c'est de la gestion de l'effort, c'est du pourcentage d'intensité au ressenti. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que là aussi, j'en ai déjà parlé pendant sûrement plus d'une heure. Il faudrait beaucoup plus d'une heure pour en parler. Mais voilà, je vous sensibilise juste sur le fait que la préparation physique opérationnelle, ça arrive à un moment, même pour moi, les gars qui sont avec moi, quand ils commencent, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, hein, vous avez un petit niveau physique, votre objectif premier, c'est les CSO. Bon, les programmes, ça ne fait pas rêver. Hein. On est sur du traction, du léger, du spécifique pour essayer d'augmenter, etc., etc. C'est uniquement quand vous avez eu l'agrément, que vous avez le niveau, que là, et des fois, ça attaque directement en prépa, parce que vous avez déjà le niveau, que là, on va commencer à mettre en place ces choses-là. Et pourquoi c'est important? Parce que dans l'opérationnel, eh bien, on a besoin d'être capable d'encaisser physiquement. Alors, j'ai dit 1 milliard de fois, vous l'avez tous entendu plein de fois, parce que tout ce qu'on vous demandera et toutes les difficultés dans lesquelles vous serez seront des difficultés qui seront endurantes, longues, intenses, mais on vous mettra pas, voilà, on vous dira pas, tiens, tu fais un max traction. Non, par contre, on vous dira, tu vois la colline là-haut, bon ben voilà, il va falloir y aller et revenir. Et après, quand vous revenez, vous êtes mort et on vous dit, ben non, mais on y retourne. Donc là, ça joue sur le mental, ça joue sur le physique, etc. Il faut savoir gérer, enfin, il y a plein de choses. Je ne rentre pas plus dans le détail là-dessus. Réaliser des sessions de défis personnels, ça aussi, c'est important. Alors, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Euh, quand je parle de défis personnels, mais en fait, c'est tout simplement pour faire la différence entre je me prépare physiquement et je me lance des défis. C'est pas la même chose. Je me prépare physiquement. Généralement, quand vous vous préparez physiquement, vous avez un cadre de préparation, vous avez une programmation avec des séances. Les séances sont structurées. Et généralement, une séance, ça dure pas plus d'une heure. C'est rarement le cas, mais ça dure pas moins de 20 minutes, quoi. Donc, il y a quand même, on s'habitue. Le corps s'habitue, l'esprit, le mental s'habitue à un temps et à un effort. Un défi, c'est quelque chose qui va aller au-delà de ça.
moi, mes élèves, vous, pour la plupart, on se lance sur ce que j'ai, un programme adapté un peu pour vous mettre dans cette situation, c'est le défi 5-15, 5-10, 5-5. Ces 5 défis qu'on fait soit avec 48 heures de repos, soit avec 24 heures de repos, soit avec 0 heure de repos, on les enchaîne un par jour pendant 5 jours. Quelle est la différence? Ben, c'est tout simplement que ces défis sont déjà tous différents, mais c'est surtout que c'est des séances, si je parle de séances, pour que vous compreniez mieux, qui vont durer au moins 2 heures minimum. Ça peut être 2 heures et demie, 3 heures, ça peut être 4 heures si vous mettez 4 heures pour le faire. Mais c'est beaucoup plus long. Et souvent, c'est un peu répétitif. Ça peut être des escaliers, montée d'escalier. Pendant 2 heures et demie, vous faites montée, descente d'escalier avec un gilet lesté, sans gilet lesté, en marchant avec un sac, en courant sans gilet. Enfin, voilà. Et ça dure 2 heures et demie et il faut le faire 2 heures et demie. Donc là, on est sur un effort beaucoup plus long, sur un effort peut-être moins intense, parce qu'il faut gérer son effort, mais quand vous le faites, vous avez déjà la maîtrise de la gestion de l'effort. Et on est sur quelque chose qui mentalement, ben, des fois, on a envie d'arrêter au bout de 5 minutes déjà. Donc là, ça apporte beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que réaliser des sessions de défis personnels, c'est important. Et c'est aussi, des fois, ça vous aidera à vous remettre en question par moment. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je pratique. Aujourd'hui, j'ai pas un gros niveau physique. J'ai plus un gros niveau physique, hein, parce que c'est un temps où voilà, ouais, j'ai pas 60 piges, mais voilà, j'ai une vie de famille, j'ai un travail différent, voilà, je suis plus en activité, donc je vais pas vous dire que je suis une machine. Je suis plus une machine. Cependant, et ça on en parlera juste après, je m'impose des choses qui font que je pense que même si le physique il n'est pas forcément au rendez-vous plus, si là demain on me met en situation sur un truc rapide comme ça, par contre je me suis imposé des choses et je pense que j'ai une façon de faire, ce que je vous dis à vous, hein, sur l'aspect mental, qui fait que, et j'en parlerai après, je m'impose des choses et j'arrive au bout de ces choses-là. Des choses qui pour moi au départ ne sont pas possibles. Et ça permet de reprendre confiance et de se dire bon, ben, c'est plutôt bien. Euh, il est important de pratiquer le drill et la visualisation. Apprenez dès aujourd'hui. Le drill, la visualisation, ce sont deux mots qui doivent résonner et ce sont deux boutons. Le drill, quand vous faites quelque chose, ouais, je maîtrise, non. Vous maîtrisez, très bien, driller. Driller, 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 driller. Parce que ça sera aussi votre quotidien. Et le drill, dans quel but on drille quelque chose? Eh bien, on drille quelque chose dans le but d'être pouvoir en mesure de faire cette chose-là sans y penser, sans y réfléchir, sans réfléchir à comment je dois faire, etc. Ça doit devenir instinctif. Et pour que ça devienne instinctif, on doit passer par le drill. Quand vous serez dans l'opérationnel, il y a des procédures que vous devez maîtriser. Vous allez les driller. Pourquoi les driller? Parce que quand vous serez sur une zone d'action, hein, voilà, vous mettrez en place ces procédures-là, qu'est-ce qui va se passer? Ne croyez pas que ce que vous avez drillé va se passer comme le cas école, tout va bien se passer, c'est très bien. Non, il va y avoir forcément, systématiquement, du non-conforme. Quand il y a du non-conforme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau, il doit s'adapter tout de suite au claquement de doigts et chercher la solution, trouver la solution, s'adapter. Donc, si vos procédures de base ne sont pas réflexes, autant vous dire que c'est compliqué. On ne peut pas réfléchir sur ce qu'on doit faire et le cas qui n'était pas prévu. Donc, autant vous dire que vous pouvez mettre des mecs au tas ou vous mettre au tas. C'est pour ça que le drill, c'est maintenant. La visualisation, c'est hyper important aussi. La visualisation, je vais y arriver, hein, c'est dur. On l'a fait pour tout le temps. Moi, pendant des années, alors je ne fais plus trop maintenant, mais pendant des années, avant de m'endormir, eh bien, pour m'endormir, j'avais besoin de faire de la visualisation. Bah, je ne pouvais pas fermer les yeux et puis en claquement de doigts, je dormais. Je fermais les yeux et je pense. Alors, il y en a qui pensent à leur copine, il y en a qui pensent à machin, on pense à tout. Mais moi, j'essaie toujours de penser à des choses voilà, que j'étais en train de travailler, que j'ambitionnais de faire, etc. Donc, je faisais de la visualisation. De la visualisation, c'était plaisant parce que c'est des choses que j'aime. Et en même temps, ben, ça me faisait driller, ça me faisait travailler. Donc, la visualisation, c'est important. De la positive, si possible, on visualise du positif, du positif. Cependant, si vous visualisez du négatif, c'est pas dramatique. Hein, il y en a qui disent il faut pas faire de visualisation négative. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que j'estime que on fait du positif, on ancre ça dans son cerveau
Et c'est très bien, le cerveau stocke. Quand on fait du négatif, ça peut arriver. Et puis, de toute façon, des fois, on ne choisit pas, on visualise. Et puis, voilà, on a eu, je sais pas, bon, vous avez passé un entretien, ça a merdé. Vous retravaillez cet entretien, vous avez visualisé, vous n'allez pas vous empêcher de repenser à ce qui a merdé. Donc, vous êtes dans du négatif. Quand ça arrive, il y a une seule règle. C'est qu'à partir du moment où vous avez visualisé du négatif, vous enchaînez vous cherchez à résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il y a une phase qui fait que j'ai vu du négatif, alors pourquoi il y a eu du négatif, etc. J'essaye de comprendre pourquoi, de résoudre le problème et je le transforme en positif. Mais je ne m'arrête jamais sur du négatif. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça veut dire qu'il faut en faire, résoudre le problème et repartir sur du positif. On n'a pas le choix, on se l'impose. On est discipliné sur cette partie-là. Ensuite, il faut essayer de comprendre l'échec. L'éviter, bien évidemment, mais aussi en faire une force pour rebondir. Alors ça, c'est bien évident. L'échec, c'est facile. Aujourd'hui, on voit ça voilà, toutes les 5 minutes sur Insta, dans les réels, etc. Oui, l'échec, oui, oui. Bah, l'échec, on a compris. L'échec, c'est très bien. Non, déjà, si on peut l'éviter, on l'évite. Hein, le but, c'est pas de se dire, ah ouais, ben, c'est pas grave l'échec. Non, si on peut l'éviter, on l'évite. Maintenant, il arrivera. À un moment ou un autre dans votre vie, il arrivera. Moi, il est arrivé tardivement. L'échec, il est arrivé tardivement. Euh, Mon premier échec, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une élève, mon premier échec, j'avais 30 ans. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, je ne savais pas ce que c'était l'échec. J'avais jamais raté une course, dans le sport, dans les trucs que je faisais. J'avais eu tous mes diplômes, mon permis de conduire, mon code. J'avais rien raté. Je ne savais pas ce que c'était d'échouer. Mais c'est pas forcément très bon. Parce que j'avais 30 ans et je passe mon permis moto et je me plante, j'échoue. J'échoue au plateau. Il y avait des nanas avec moi. Et puis, vous savez, on a un ego, machin, etc. Ben voilà. Ben moi, j'étais plus, je sais plus, j'en étais beaucoup, mais j'ai échoué une fois et deux fois. Et là, ça vous fait bizarre. Parce que vous êtes, ouais, je suis là, je fais ci, je fais ça, machin, mais garçon, t'échoues sur ton plateau moto. Ben ouais, ben c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, si vous voulez, en soi, c'est rien. Mais quand on n'a jamais vécu l'échec, on prend une grosse claque. Et ça fait bizarre. On rentre la tête basse. Eh bien, il faut apprendre à accepter que c'est des choses qui arrivent, qu'on a des points forts, des points faibles, et surtout ben, relever la tête et travailler, travailler pour éviter que ça se reproduise. Donc l'échec, il ne faut pas dramatiser non plus, parce que souvent on dramatise. Il y a un truc, le jour où vous avez un échec, avalez la pilule. Ça c'est important. C'est ce que je dis tout le temps. Avalez la pilule pendant 2 jours. Voilà, je dis 48 heures. C'est comme un médicament. Hop, pendant 48 heures, vous avalez la pilule. Ça veut dire, ne cherchez pas à vous rassurer, à vous dire, non, 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 j'ai fait de la merde, ou j'ai pas fait de la merde, ou j'ai raté, je suis déçu, je m'en veux, je m'en veux pas. Si c'est triste, c'est dur, etc. Vivez-le pendant 2 jours. Il faut l'avaler, il faut l'éponger, ça. Par contre, au bout de 2 jours, on arrête. On arrête et on se pose, on souffle un bon coup, et on se dit, OK, maintenant, voilà, j'ai digéré le truc. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est hyper important. Une fois qu'on a digéré ça, eh bien, on va l'analyser. Ok, maintenant, j'ai pris du recul, j'analyse pourquoi c'est l'échec, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire mieux, sur quoi je dois travailler, etc. On retourne au boulot et on y retourne et on y va. Ou alors, ben peut-être en fonction des situations, il faut trouver une autre alternative. Des fois, l'échec n'est pas dû à vous. Moi, j'ai eu le cas avec des élèves. Hein. J'ai vu des gars échouer à des entretiens, non pas parce qu'ils n'avaient pas été bons, non pas parce que la concurrence était meilleure, mais parce que le recruteur n'était pas bon. Je ne vais pas te donner d'unité, etc., mais ça, j'en suis convaincu. La preuve en est que ceux qui se sont retrouvés dans cette situation-là ont rebondi brillamment. Et c'est arrivé plusieurs fois. Ça peut être des entretiens, ça peut être plein de choses. Donc, il ne faut pas non plus, parce que vous êtes échec, croire que c'est vous. Échec, ça ne veut pas dire, c'est un mot, hein, échec, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais, etc. Des fois, c'est le cas. Il faut, encore une fois, ça va avec la remise en question. Accepter de vous remettre en question, de faire le point sur vous-même et d'être capable de dire c'est de ma faute ou c'est pas de ma faute. Voilà. Et c'est toujours bien d'avoir un mentor parce que le mentor, il a du recul là-dessus, dans le domaine, hein, et il est capable de vous dire. Il est capable de vous dire et de vous dire, OK, bon, mais là, tu as fait une erreur, c'est de ta faute, tu n'as pas été bon, tu n'as pas géré ça, c'est pas grave. Tu vas travailler sur ça, tu vas y retourner, ou tu vas faire ça, et tu vas, etc. Ou le mentor il est capable de vous dire, OK, là, c'est pas toi.
C'est triste, c'est dommage, mais c'est pas toi. Je l'ai vécu aussi avec un de mes élèves qui est actuellement en école de gendarmerie, que certains connaissent et que certains ont. Il a raconté son histoire. Il a vécu. Lui, il a eu. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a vécu. Et il a su faire les choses correctement et aujourd'hui, il a réussi ce qu'il devait faire. Et il continuera à réussir, j'en suis persuadé. Ensuite, on arrive tout doucement hein, vers la fin, et je vais essayer de ne pas trop durer, parce que là, on est sur 1 heure. S'imposer des situations difficiles et défavorables. J'ai parlé hein, dans la présentation que vous avez vue, lue, de gestion de la douleur, de ces choses-là, gestion du stress, etc. Il est important aussi, ça fait partie des choses, en plus des défis, en plus de sortir de sa zone de confort. Oui, c'est des choses qui sont différentes, attention, hein, de s'imposer des situations difficiles et défavorables. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous donner 2 exemples. Pour revenir sur mon cas, quand je vous disais que physiquement, ben voilà, moi j'ai arrêté un peu pas mal de choses, donc j'ai plus le niveau que j'avais avant parce que mon travail, ma vie m'impose plus tout ça. Donc on tombe un peu dans ce confort, etc. Mais des fois, il faut se mettre des coups de pied au cul. Ça, c'est un choix qu'on a, se mettre un coup de pied au cul. Ce choix, moi, je le fais plusieurs fois dans l'année, généralement 1 ou 2 fois, ça dépend. Et je me dis, tiens, là, bah, ça fait longtemps que tu n'as rien branlé, il va falloir te mettre en situation, mais il faut se mettre dans le dur tout de suite. Parce que si je me mets dans le dur, je vais essayer, alors je me connais, donc je vais essayer de. Alors c'est compliqué, c'est pas facile, hein, parce que ce que je vous dis là, il faut se connaître, il faut bien se connaître pour pouvoir faire les choses correctement. C'est quand vous vous connaissez bien, vous allez pouvoir vous mettre, on va dire, dans une situation presque d'échec. C'est-à-dire, vous allez vous imposer quelque chose, ça peut être un peu comme un défi, mais que vous allez placer un peu au-dessus de ce que vous pensez sur le moment être capable de faire. Donc, en gros, vous vous dites, bon, là, potentiellement, il se peut que je foire. Ça, c'est la première chose. Donc, vous mettez la barre un peu trop haute. La deuxième chose, c'est que c'est quelque chose que vous allez officialiser. C'est-à-dire que vous allez dire à des proches, à des gens de confiance, tiens, je vais faire ça. Ça veut dire que quelque part, vous mettez votre ego sur la table. Vous ne commencez pas à vous trouver des excuses en disant ah, je vais faire ça, mais bon, ah, si j'y arrive, c'est exceptionnel. Non, vous dites je vais faire ça, vous dites rien d'autre. Le si j'y arrive, c'est exceptionnel, ça c'est au fond de vous, vous le dites. Mais quand vous serez dans la galère, vous direz attendez, moi j'ai dit à mes proches, j'ai dit que j'allais faire ça, je suis en train de le faire, et là, oui, j'ai mis la barre trop haute, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrête maintenant? Donc là, on est face à son ego. Donc il y a plein de petites choses. Et vous partez des fois, ça peut être aussi partir dans un contexte défavorable. Contexte défavorable, je vous donne 2 exemples hein, de ces 2 situations. Premier contexte que j'ai fait moi, et j'en ai déjà parlé, bon, il y a quelques années déjà, je m'impose de faire une marche de 100 km en 48 heures pour aller chez ma sœur, à l'arrache, limite pas d'itinéraire, des chaussures que je vais choper dans le grenier rapidos, qui sont des chaussures qui sont complètement pas adaptées à ça, des chaussettes de ville que j'avais, mais volontairement. En fait, je suis pas un maso, mais je suis un peu, voilà, je me suis dit, ne pars pas dans un truc, va pas mettre les bonnes chaussures, les bonnes chaussettes, le bon truc. Non, tu pars comme ça, et voilà. Demain, si on te sort de la maison, là, quand tu attrapes par le callback, quand le jet dehors et que tu dois faire semblant, ben, faudra le faire. Donc, j'ai fait ça, et bien évidemment, au bout de 20 km, je me rappelle, hein, et je crois que le discours sera toujours le même, j'avais des ampoules de partout. Et chaque pas, c'était un calvaire. Il me restait 80 bornes à faire. Un peu plus, je crois, parce que j'ai fait un peu plus de 100. Eh bien, et personne ne pouvait me récupérer. Moi, j'étais au fin fond de la Lozère, et personne. Il n'y avait pas appelé je ne sais pas qui pour dire viens me chercher, je suis là, machin. Non, non. Moi, j'avais dit dans 48 heures à ma soeur, je suis chez toi, et puis c'est comme ça. Donc, j'ai pas eu le choix. J'ai avancé, j'ai vu ce que c'était peut-être la douleur, parce que marcher avec des pieds défoncés, il me manquait, je ne vais pas rentrer dans le détail et faire le mec, machin, mais j'ai des photos, voilà, le petit orteil, il y avait, limite, je ne savais même pas ce qui allait se passer, quoi. J'avais plus rien, quoi. C'est pas, il y avait plus d'ongles, c'est-à-dire qu'il y avait plus de peau tout autour, et limite, on voyait un peu l'os, et tous les pieds étaient complètement éclatés, et chaque pas, c'était une douleur que j'avais rarement eu. Et chaque pas, ben, c'était 1 mètre et il me restait des milliers, des milliers et des milliers de mètres à faire. Et j'ai continué. À chaque seconde, j'avais envie d'arrêter de poser, mais en fait, je ne pouvais pas.
Donc j'ai continué. Ça m'a permis quoi? Ça, c'était un peu l'extrême, mais ça m'a permis de comprendre une chose très importante et que je retiens et que j'ai toujours retenu, hein. Ça m'a permis, attendez, hop, parce que du coup, voilà, j'espère que ça n'avait pas bugué. Voilà, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de comprendre, de monter des barrières, de comprendre que la douleur, on pense qu'il y a un niveau, mais en fait, on est, et ça, je peux vous assurer, hein, et ça, je peux vous assurer que vous le vivrez et vous vous rappellerez de ça. Le corps, il est impressionnant. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller au-delà des limites qu'on pense inatteignables, mais en fait, on est capable d'aller bien au-delà de tout ça. On est conditionné en pensant que aïe, ça brûle, ça fait mal, aïe, ça fait mal. Mais en fait, ça fait mal, oui, ça fait mal, mais vous êtes capable d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il y aurait plein d'exemples et vous l'avez peut-être déjà un peu vécu. Quand vous faites un stage co dans les armées, moniteur commando, vous ramassez un petit peu pendant un mois, vous dormez très très peu pendant un mois, etc., etc. Au début, on se dit mais c'est pas possible, etc. Et au bout d'un moment, mais on se dit en fait, mais le corps il est capable de, en fait, voilà, le corps il s'adapte, le corps s'adapte et le corps est capable de dépasser des limites impensables. Donc ça, c'est important de se mettre dans ce genre de situation. Le dernier truc que j'avais fait, c'était l'ascension du Mont Ventoux, qui a un col quand même qui est assez, assez péchu, surtout que je l'ai fait avec Thomas, que certains connaissent sur le stage. Et en fait, j'ai fait exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que moi, je connaissais depuis pas trop longtemps. Je dis, écoute, ça te dit, on fait le Mont Ventoux. Lui, il l'avait déjà fait. Il dit, ouais, en plus, moi, je le fais par la voie la plus hard. C'est-à-dire, on prend pas les chemins, on monte tout chousse sur les rochers, là, et on peut marcher quand même, hein, mais c'est vraiment pentu. C'est plus court, mais c'est assez violent. J'ai dit OK, et moi, ce que j'ai dit, c'est écoute, je le fais avec un sac de 40 kilos. Et je peux vous assurer, quand j'ai mis le sac sur le dos, il faisait 40, voire 42, 43, parce que j'avais en plus des bouteilles d'eau. Les premiers mètres, c'était pas, il n'y avait pas de pente, hein, les premiers mètres au début. Je me suis demandé ce que je foutais là et pourquoi j'avais foutu mon sac sur le dos là de 40 kilos pour aller faire ça. Eh bien, je me suis dit dans ma tête, parce que j'étais avec quelqu'un à qui j'ai dit je vais faire ça. Et j'avais pas envie, au bout de 2 kilomètres, de poser le sac et dire ah, c'est trop dur, j'aurais pas dû. Non, ben, j'ai pris sur moi. Et puis je l'ai fait. Et je suis monté, je suis descendu avec le sac. Et voilà, mais c'est un exemple. C'est un exemple qui ne me concerne que moi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est important parce que ça vous permet aussi de comprendre que la tête, c'est beaucoup. Parce que quand je vous dis que j'ai fait ça physiquement, j'ai aucune préparation, j'ai rien fait depuis X années, depuis X mois, voilà. Mais la tête est capable de vous amener très loin. Quand vous avez la tête, vous avez un cheminement psychologique et les boutons qui vont bien, vous êtes capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, je parle de pratiquer, enfin je l'avais dit, comprendre l'échec, l'éviter, voilà, comprendre l'échec, l'éviter, et j'avais dit aussi, mais faire une force pour rebondir, en faire une force pour rebondir. Bon, ben voilà, je détaille pas plus. S'imposer des situations difficiles, on vient d'en parler. Pratiquer des exercices de respiration associés à la visualisation pour gérer le stress. Ça aussi, j'en parle rapidement. La respiration, c'est important. Des exercices de respiration, il en existe beaucoup. Je ne vais pas les détailler, mais ils sont importants pour plein de choses différentes, pour se détendre, voilà, pour se relâcher, pour activer, voilà, pour faire plein de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est pas, je vais pas vous faire un webinaire sur les exercices de respiration. Ce que je veux juste vous dire par là, c'est qu'il est important de détecter le bon travail à faire sur la respiration, mais de le faire régulièrement. Si vous dites, tiens, j'ai vu ça sur Internet, là, la respiration en 4-4, ça aide à combattre le stress, se détendre. Ah, ça a l'air pas mal, mais c'est pas dur, il faut faire ça, ça, ça. Et que 3 mois plus tard, vous êtes stressé, vous allez rentrer dans une situation difficile, vous dites, ah, mais tiens, je vais faire un 4-4. Autant vous dire que ça va jamais marcher. Votre cerveau, il n'a pas du tout assimilé. Lui, il est en train de vous dire, mais c'est quoi que tu me fais là? C'est bien, tu respires, mais il se passe quoi là? Non, comprenez que pour que votre cerveau, votre esprit, votre mental maîtrise quelque chose, il va falloir le marteler. Donc, un exercice de respiration, ça peut faire partie de votre routine et vous l'intégrez quotidiennement pendant 3 minutes. C'est rien 3 minutes par jour, mais pendant 3 minutes, vous faites ça tous les jours. Et là, croyez-moi, cet exercice-là, le jour où vous allez le mettre en place, y a pas, même si vous êtes dans une situation de stress, ça marche parce que tout de suite, vous savez, enfin, votre corps comprend. Et moi, je trouve important de,
d'associer le travail de respiration à la visualisation. Voilà. Hein, aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais tant qu'à faire, autant associer les deux. Euh, et, euh, et c'est plutôt intéressant et positif pour la gestion du stress, pour pas mal de choses. Ensuite, il faut apprendre à s'instruire quotidiennement sur des sujets qui sont en lien avec l'objectif. Vous avez un objectif, il ne faut pas se tromper de sujet. Je veux intégrer les forces spéciales, euh, j'ai déjà fait tout le cycle. Voilà, j'ai fait les CSO, j'ai fait les entretiens, j'ai tout fait. Dans 3 mois, j'intègre. Ma routine ne sera pas du tout la même que je veux intégrer les forces spéciales, j'ai mes tests CSO dans un mois. C'est pas du tout la même. Ce que je vais faire au quotidien, c'est pas du tout la même chose au début qu'à la fin, parce que les objectifs ont changé. Donc, il faut s'instruire. La préparation, c'est pas que le physique dans ce milieu-là, mais il faut faire les bonnes choses. Allez pas apprendre le portugais 4 heures par jour parce que vous pensez que ça va vous être utile. N'allez pas apprendre le langage des signes parce que vous pensez que ça va être une plus-value pendant 2 heures par jour. Non, faites des choses courtes, régulièrement, mais qui ont un lien avec l'objectif. Je vais vous donner des exemples de choses à faire quand on crée une routine quotidienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, mais c'est des petits exemples. La douche froide, faire son lit, le rangement et le ménage de sa chambre, même si elle est propre, plusieurs fois par jour. La séance de sport, des micro-séances qui sont ciblées sur un point faible physique. Je ne suis pas bon en traction, je suis dans ma phase, j'ai un programme de prépa physique, eh bien je m'impose 3 fois par jour, 70% de mon max traction. C'est une routine rapide, micro, mais qui est ciblée sur un point faible. Des cours théoriques, ok. Ça peut être de la topo, voilà, des cours parce que voilà, je travaille toujours en lien avec l'objectif. Écouter un podcast de motivation ou lire des citations inspirantes, c'est bien. Faire le point et tenir un carnet de bord. Le point sur soi-même, comme je vous ai dit, 5 minutes. OK, le matin. 5 minutes le soir. Je remplis mon carnet de bord. Des séances de visualisation. Pareil, 5 minutes. Des exercices de respiration. 3 minutes. Étudier la géopolitique. 5 minutes. Un rétex. Je vous envoie toutes les semaines une fiche de rétex géopolitique international, militaire, international et national sur l'actualité. C'est une feuille à 4, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une fois par semaine ou 5 minutes. Enfin voilà, bref. Pratiquer l'anglais. L'anglais, c'est important aujourd'hui dans ce milieu-là. Donc pareil, 10 minutes par jour. Tout ça, est-ce que ça va vous prendre 5 heures de votre journée? Non, ça peut vous prendre que, bon, bien sûr, il y a la séance de sport, etc., mais les petites choses à côté, ça peut se faire en 2 heures de votre journée. 2 heures, c'est quoi? Si vous dites, OK, aujourd'hui, ben, j'estime à 2 heures le temps que je passe sur Instagram à regarder des réels, parce que le matin, je fais une demi-heure quand je me lève, le soir, pendant 3/4 d'heure, je suis dessus, machin. Ça, je le squeeze de ma journée, et dans ma journée, je vais combler ça par ces petites choses-là. Qui c'est qui va réussir? C'est celui qui fait ça ou c'est celui qui fait pas ça? Ben voilà, la réponse, elle est toute. Voilà, le mindset, c'est il y en a un qui va l'avoir, qui va créer ce cheminement psychologique, et l'autre, il va le créer en regardant Instagram. Il n'y a pas de secret. J'invente rien. J'invente absolument rien. Ensuite, là, je vous ai donné des exemples. Je vous donne des exemples d'objectifs intermédiaires. Je vous ai parlé tout à l'heure d'objectif final. Maintenant, je vous parle d'objectif intermédiaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme exemple en objectif intermédiaire? Un défi sportif, une situation défavorable physique et mentale, ce que je vous disais tout à l'heure. Un objectif spécifique à atteindre. OK, bon, ben là, aujourd'hui, je fais 8 au luc léger. Dans un mois, je dois être à 10. Donc, mon objectif, c'est ça. Donc, on fixe quelque chose. Un programme pour sortir de sa zone de confort. Ça peut être un objectif intermédiaire. OK, bon, ben là, mon objectif, il est dans un mois. Dans un mois, je vais passer ces tests-là. Et je passe les tests, voilà, je sais pas, les tests GCP. Je suis militaire, mais ça fait plutôt quelques mois que en compagnie ou en section, c'est plutôt zen, à part du Vigipirate, des trucs comme ça. Voilà, donc là, eh bien, je vais faire sortir de sa zone de confort pendant une semaine le programme. Je vais me mettre dans le dur un petit peu, ça va me remettre dedans et je vais essayer de détecter, voilà, etc., etc. Ça, c'est un objectif intermédiaire. Déjà, ça vous booste, ça coupe un peu entre le point A et le point B. Ça vous laisse un peu on va dire, ça permet de casser cette routine qui peut vous amener à un manque de motivation, voilà.
Et dernière chose, par exemple, auto-évaluation théorique. Voilà, vous travaillez l'anglais en routine, tous les jours un petit peu, etc. Eh bien, vous pouvez vous donner aussi des objectifs intermédiaires. Hein, il y a des tests, etc. Tiens, je vais faire ce test-là que j'ai fait la dernière fois, on va voir si je suis meilleur. Ça va vous mettre en confiance. Si sert à ça l'objectif intermédiaire, à casser la routine aussi, à éviter la perte de motivation, parce qu'on a un objectif, donc plus on va proche, plus c'est facile, et à gagner en confiance. Parce que si vous respectez tout normalement, voilà, il faut juste pas s'imposer d'objectifs intermédiaires trop. Faut pas mettre la barre trop haute. Si vous mettez que des trucs que vous n'y arriverez jamais, c'est que vous vous connaissez pas assez, ça peut arriver. Hein, vous allez vous poser des questions. Donc, c'est pour ça que le mentor là aussi il est important, il intervient. Et donc tout ça, eh bien, ce qui est important dans tout ça, et vous l'avez compris, c'est aussi de réadapter sa routine. C'est-à-dire que la routine, elle doit être en permanence ajustée en fonction des progrès que vous allez faire, des nouveaux objectifs que vous allez vous donner, des contraintes que vous allez rencontrer. Donc, on va réadapter sa routine. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, la routine, c'est pas la même au début qu'à la fin. Elle évolue. Conclusion, on arrive sur la fin. Conclusion, en fait, qu'est-ce que je vais vous dire en conclusion? Tout simplement, c'est que j'ai envie de vendre mon truc, le mentoring. Ben voilà, je reviens sur ce que je disais au début. Il y a ceux qui vous diront, tu veux intégrer les unités, les forces spéciales, tu veux intégrer le GIGN, tu veux intégrer ci, tu veux intégrer ça. Tiens, je te fais un programme. Ok, très bien. Mais est-ce que vous comprenez maintenant quelle est la différence entre un programme, juste un programme, et tout ce que je viens d'évoquer là? Donc, dans ce qu'on fait, hein, pour ceux qui sont avec moi, ça se fait. Il y a ce genre de message, ce genre de webinaire. On va aborder des thématiques. Vous avez vu, j'en ai abordé beaucoup là dans le détail, mais chaque thématique mérite 1 heure, 2 heures. Donc, toutes ces thématiques qui sont abordées, qui sont importantes, la préparation aux entretiens, les programmes sortir de sa zone de confort, les défis 5-15, il y a beaucoup de choses. Les points d'actualité géopolitique toutes les semaines, c'est des outils que je vous donne. Je vous donne des boutons sur lesquels que vous pouvez greffer dans votre tête pour appuyer dessus quand ça sera le bon moment. Je vous donne des outils maintenant. C'est avec tout ça, c'est à vous de mettre les choses en place. Je suis là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous rassurer, pour tout ce que vous voulez, mais je ne peux rien faire pour vous si je vous donne tous les éléments et que vous, voilà, le mec qui regarde pas les points géopos, qui est sur aucun webinaire, qui écoute aucun webinaire, et j'en ai sûrement, c'est sûrement arrivé, qui ne prend que la prépa physique en se disant oui, bon ben ouais, mais lui il est moins cher que les autres et donc moi je prends que la prépa physique parce que oui, en plus, vous payez moins cher que la plupart des mecs qui vous vendent que des programmes de prépa physique. Alors autant vous dire que si je me mettais sur le prix de ceux qui vendent des programmes à 500 balles sur 2 mois et qu'en plus je vous posais un truc pour le mental, la prépa aux entretiens, etc., on sera à 1 000 € par mois. C'est juste pas possible. Donc voilà. Tout ça pour dire que moi, aujourd'hui, ce qui fait mon plaisir, ma récompense, ça je l'ai déjà dit plein de fois, c'est la réussite. C'est pour ça que je sélectionne mes élèves. Je ne prends pas les meilleurs, mais je prends ceux qui sont motivés et qui ont envie, qui ont un projet solide. C'est pour ça que mes élèves restent longtemps. C'est pour ça que on peut en penser ce qu'on veut. Je sais que c'est cher quand on est jeune, mais je ne vais pas aborder les tarifs là comme ça. Vous savez combien ça coûte. Que c'est quand même moins cher que la plupart des trucs et qu'on a beaucoup plus de choses. C'est pas parce que faut pas croire parce que moi j'entends souvent plus t'es cher plus c'est quali. Non, ça veut rien dire. Ça dépend du domaine. Une marque, ça coûte un bras. Peut-être que c'est plus solide qu'un truc qui coûte pas cher, oui. Mais quelque chose qui coûte pas forcément un bras, il faut le mettre dans le contexte. La plupart, ma cible, moi, c'est des jeunes. Mes élèves, ce sont des jeunes qui sont souvent étudiants et qui ont un projet. Et quand on est étudiant, on n'a pas trop d'argent. Voilà. Alors le but, c'est clair que faut pas travailler gratuitement, mais je préfère avoir des gens, et c'est là-dessus que je termine par rapport à ça, qui vont rester avec moi pendant des mois, des années, et qui vont payer beaucoup moins cher que vendre des programmes un bras et garder des gars pendant 3 mois. Ça n'a aucun intérêt pour moi, j'ai aucune récompense, je pourrais jamais dire ce mec-là, s'il a réussi, c'est grâce à moi.
parce qu'il a eu 3 mois, parce qu'il est bon maintenant physiquement, il est passé de 5 à 20 tractions. Ça, je m'en branle. Voilà. Bref, je ne suis pas là pour faire un débat par rapport à ça, mais voilà, tout ça pour conclure, pour vous dire que tout ce qu'on a évoqué, j'estime, à vous d'en juger, que c'est important. Et tout a été dit dans l'introduction, hein. Quand vous faites le lien entre je suis civil et je veux être celui que je vois et que j'ai envie d'être, cet opérateur, ce milieu-là. Entre les deux, il y a un cheminement psychologique. Il faut essayer de le prendre, ce cheminement psychologique. Ça ne se fait pas un claquement de doigts, il faut du temps. Ça se fait petit à petit. Alors, rien n'est fait sans drill, sans routine, sans travail. Mais en choisissant les bons éléments, eh bien, vous arriverez à ça. Et une fois que vous aurez eu ce bon mindset, vous avez toutes les cartes en main et en avant. Et après, on lâche plus rien. Voilà. J'espère que j'ai pas parlé pendant plus d'1 heure et demie dans le vent. C'est toujours ma hantise, hein. Peur que personne me réponde quand je dis vous êtes toujours là. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un peut me dire oui, c'est bon, Guillaume, on est là? Oui, oui, c'est tout bon, Guillaume. Ah, merci. Je reconnais cette voix en plus. Eh bien, écoutez, merci à tous. Si vous avez des questions, alors, allez, on prend. S'il y en a qui ont des questions, je vous écoute, mais on va pas faire trop long pour les questions parce que j'ai pas envie de vous emmerder. En tout cas, si vous avez des questions, j'y réponds. Après, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en perso. Vous avez mon WhatsApp. Pour mes gars, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est quand vous voulez. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui étaient peut-être là nouveaux, vous pouvez poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Je prendrai le temps de vous répondre. Et donc voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir aller manger. Et s'il y a des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je regarde juste parce que du coup, j'étais pas dans les messages. Non. Eh bien, c'est parfait. Il n'y a pas de questions. Je ne crois pas, hein. Donc, tout est good. Merci à vous d'avoir été présents. Encore une fois, je ne vais pas refaire mon blabla, mais vous marquez des points pour vous-même, hein. Moi, voilà, mais pour vous-même parce que vous êtes rigoureux et motivé, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ne changez rien. Merci pour ceux qui étaient présents. Merci pour ceux que je ne connais pas, qui étaient là ce soir. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, pour terminer, je vais quand même remettre ma caméra, quand même, voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, à la prochaine. Allez, la bise. Ciao, ciao.